Bonjour, bonjour. Merci Jérôme. Merci à l'équipe de l'Alliance Digitale de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je me présente peut-être avec une casquette un tout petit peu différente, en tout cas plus large. Je suis Alain Lévy, je suis cofondateur d'Icor, qui est une société de marketing digital qui intervient dans 3 secteurs. Alors la tech avec Weborama et SFBX, le retail média dans le sport avec une société qui s'appelle Spacefoot, et puis le marketing digital local avec Proximedia, Regicom et depuis l'été dernier, Page Jaune, Solocal. Bon, vous m'avez demandé de dire quelques mots aujourd'hui. Je vais le faire. Est-ce que ça fonctionne? Oui. On est dans un univers qui est soumis à de nombreuses forces extrêmement puissantes et on en a parlé à l'instant et ça a été quand même le fil rouge de la matinée. Mais entre la dominance des plateformes, les sujets de concurrence, le respect du citoyen et les questions de vie privée, de sécurité, la réglementation sur tous ces aspects, et puis l'intelligence artificielle évidemment qui vient chambouler tout ça. Donc c'est une espèce de tectonique des plaques qui va dessiner et qui est en train de dessiner un nouveau paysage. Et donc je vais vous livrer quelques éléments, quelques observations et puis vous en ferez ce que vous voudrez. Donc le premier sujet, c'est le marché. On est sur un marché qui est absolument extraordinaire. Les 20 ans, 25 même, ça a été une aventure dingue. Au début, quand on présentait les chiffres du marché, on parlait de quelques centaines de millions d'euros et on était absolument enthousiaste. Aujourd'hui, on est à 11 milliards d'euros. C'est une progression dingue, c'est probablement une des plus belles aventures du début du 21e siècle. Et c'est vrai qu'avec Weborama, on a participé à toutes les étapes. Alors la mesure d'audience, ensuite la serving, la DMP, la CDP, base de données comportementales, base de données contextuelles, intelligence artificielle sémantique. Donc un parcours extrêmement gratifiant au sein de cet univers. Bon, maintenant, derrière ce panorama très réjouissant, si on est un tout petit peu lucide, il y a beaucoup de trompe-l'œil. Et depuis une quinzaine d'années, l'essentiel de la croissance de ce marché est capté par les plateformes. Entre 2015 et 2020, je pense que la croissance pour les non-plateformes, elle était négative. Et si on regarde 2024, le marché a fait plus 14%, ce qui est une très belle performance. Les plateformes sont à plus 18 et puis le reste du monde est à plus 4. Et plus 4, c'est pas un marché en hypercroissance, c'est un marché qui se porte pas mal, mais c'est pas dingue et ça a des conséquences. Une des conséquences, c'est que les investisseurs sont plus complètement fans de tout ce qui est martech et adtech. Il y a une baisse constante des investissements. En 2024, on est à peine à 100 millions d'euros. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Une autre conséquence, c'est la captation de l'innovation par ces plateformes. C'est à une époque, quand on lançait un business plan, c'était je veux gagner, je veux les battre. Aujourd'hui, c'est de quoi ils vont avoir besoin dans 3-4 ans, et si je prépare bien mon plan, j'aurai ma sortie. Et donc, c'est formidable pour les plateformes parce que c'est un moyen d'accéder à une R&D pas chère du tout. Les plateformes, justement, vont peut-être zoomer 2 secondes, alors pas sur toutes, mais peut-être Google et Meta, qui sont les acteurs prédominants dans notre marché. 2 sociétés extraordinaires qui ont un parcours exceptionnel et qui sont parmi les plus belles entreprises de la planète et qui n'ont pas raté grand-chose, mais elles ont raté une chose, et toutes les 2. Elles ont raté leur diversification. Quand Facebook s'est lancé dans le métaverse et dans les cryptos, ils ont fait marche arrière et aujourd'hui, c'est devenu Meta, mais 100% des revenus sont publicitaires. Facebook, c'est une boîte de pub. Quand on regarde Google, OK, le cloud est une réussite, mais c'est pas 20% du chiffre d'affaires. Donc,
Google est aussi une boîte de pub. Donc on a deux gigantesques boîtes de pub sur notre marché qui font des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le marché, il a beau être gros, il peut donner que ce qu'il a. Et aujourd'hui, on arrive au point où, si ces boîtes veulent garder leur standard de croissance et de performance, eh ben, soit elles se becquent entre elles, soit elles changent les règles du jeu. Et c'est ce que Google fait avec la Privacy Sandbox. Et la Privacy Sandbox, pour moi, c'est aussi un échec. C'est un échec parce que je me souviens qu'en début 2020, Google, enfin Chrome a annoncé qu'il cessait de supporter les cookies tiers. Chez nous, c'était branle-bas de combat. On s'est dit d'ici demain soir, il faut qu'on ait une note sur le bureau de chacun de nos clients pour expliquer tout ce que ça va changer, tout ce que ça va impacter, comment les use cases vont être modifiés, comment est-ce que nous, on va ajuster notre roadmap. Enfin, on était là sur les 48 heures, on a bossé non-stop. Chaque client a eu sa note. On est 5 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Il y a eu des revirements dans tous les sens. Il y a une confusion absolument permanente. Encore la semaine dernière, sur le sujet du fingerprinting, Google dit blanc et Chrome dit noir. Et c'est assez irresponsable. Alors ok, on peut me dire c'est une boîte privée, sa responsabilité c'est vis-à-vis de ses actionnaires. Mais quand on détient l'accès à Internet, quand on détient le search, le display vidéo et les technologies de mesure et de diffusion et d'activation, quand on donne un coup de volant, on embarque tout l'écosystème. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'open web se fait brinque-baller de droite et de gauche et se retrouve dans une situation ultra complexe avec des clients qui cherchent à comprendre et qui veulent tester des trucs, mais ils veulent tester des dizaines, des centaines de trucs. Chacun a son use case avec sa data, son ID, son browser, son DSP, etc. Et c'est très difficile de suivre. Et pour les publishers, c'est un cauchemar. Et pour les boîtes de tech, c'est pas simple non plus parce qu'on passe notre temps à nous intégrer avec plein d'acteurs à droite et à gauche. Et finalement, très difficile d'établir une roadmap. Donc, comment sortir de ça, c'est pas évident. La réglementation est un sujet. Alors moi, pendant des années, j'étais un fervent croyant de l'autorégulation et alors ça nous ramène assez loin, mais quand le retargeting a fait son apparition, j'étais allé voir l'IAB pour voir comment on pouvait réagir sur les questions de vie privée, pour travailler ça ensemble. J'avais écrit un bouquin sur les traces de Big Brother, qui était un appel à l'autorégulation sur ces questions-là. Force est de constater que on est des entrepreneurs, on avance, ces questions-là, même si elles sont très importantes, c'est pas les priorités des uns et des autres. Bon, ça aboutit sur le RGPD qui fait le job. Ça a été difficile à mettre en place, mais aujourd'hui, je pense que le citoyen est mieux avec le RGPD que sans. Si on prend le Digital Markets Act, là je change de casquette, je prends la casquette page jaune. Page jaune a un produit concurrent du Google My Business, et depuis très longtemps et depuis avant. Et ces dernières années, c'était très dur parce que très difficile de remonter dans les résultats de recherche. Il n'y avait pas de place. Google, avec son service, prenait toute la place. Et puis le Digital Market Act a obligé Google à faire un peu de place. Et immédiatement, on l'a senti, et page jaune a repris des couleurs. Et on est aujourd'hui à top 50 médiamétrie. Et donc la régulation, ça peut marcher et on a besoin de place. Voilà. Il y a une chose dont on a besoin, c'est de la place. Bon, dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, je ne vais pas faire un grand topo là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites déjà ici ce matin, mais il y a trois points qui sont intéressants. Le premier, c'est que dans notre univers à nous, on est aux premières loges et on va être aux premières loges pendant les années qui viennent parce que on a un gros marché avec des gros budgets, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de talent, les transactions sont minuscules et nécessitent d'être optimisées. Donc c'est un rêve pour l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, il y a zéro risque. C'est-à-dire que votre modèle plante, vous vous trompez, et vous foirez une campagne. C'est pas très grave. Les conséquences, un petit moment difficile avec le client, mais c'est pas grave.
c'est pas comme dans la santé, c'est pas comme dans l'aéronautique ou dans la finance où les conséquences sont bien plus graves. Et donc on va en prendre plein la tête chez nous avec l'intelligence artificielle, et c'est un domaine qu'il faut impérativement maîtriser. Deuxième sujet, c'est sur toutes les questions d'usurpation d'identité, la fameuse question de la preuve de vie, hein, proof of life, qui aujourd'hui, les solutions qui sont proposées, c'est en général des bases de données qui reposent sur un pivot qui est biométrique du type l'Iris. En tout cas, c'est ce que propose Sam Altman avec WorldCoin. Et clairement, sur la question d'un trade-off entre la sécurité et la vie privée, il y a beaucoup qui penchent aujourd'hui pour la sécurité. Bon, en Europe, ce ne sera pas le cas, donc on est parti pour un RGPD puissance 10, parce que le sujet est magnitude bien plus vaste. Et puis le dernier sujet lié à l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui touche à la productivité. C'est vrai que on parle de l'intelligence artificielle et des possibilités que ça offre. Alors, on le voit chez Weborama, hein, quand on couple l'intelligence artificielle générative avec l'intelligence artificielle sémantique, on a un nouveau produit qui s'appelle WebOmind et qui est innovant, performant, etc. Mais pour un produit comme ça, il y a quand même beaucoup d'applications qui sont sur la productivité, comment est-ce qu'on diminue les coûts, comment est-ce qu'on fait faire la machine des travaux que font des humains aujourd'hui. Et si on veut exploiter cette efficacité opérationnelle, alors c'est bon, ça va aller. Si on veut exploiter cette efficacité opérationnelle, il faut avoir de la fluidité sur l'emploi. Et c'est quelque chose que les États-Unis ont évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Europe, et c'est un enjeu colossal et qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les investissements très importants dont on parle au niveau français, 9 milliards, au niveau européen 200 milliards. Si on veut que ça fonctionne, il faut traiter les questions de la sécurité de la vie privée et de la fluidité de l'emploi. Voilà, donc ces quelques points de vue dessinent un peu le paysage à l'issue de tous ces mouvements, de toutes ces forces sur le marché. Comment est-ce qu'on construit des stratégies data? Comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce que on peut entreprendre dans cet univers? Moi, j'ai pas de solution globale, évidemment. Je peux juste vous dire ce que nous on fait, mais ce que moi je fais. Je pense qu'il faut avancer, il faut continuer, comme toujours. On a investi l'année dernière dans Page Jaune Solocal, c'est avec l'idée qu'il y a des choses à faire dans cet univers. Si on ne peut pas aller chercher les plateformes au niveau global, certainement qu'il y a des choses à faire au niveau local, au niveau des territoires. Et si on maîtrise sa donnée, si on maîtrise sa technologie, si on maîtrise l'inventaire et qu'on a les talents, il y a des chances de pouvoir proposer des solutions qui sont compétitives par rapport à celles des plateformes, parce que ne nous trompons pas, c'est la condition absolument nécessaire pour réussir. En tout cas, voilà ce à quoi je vais dédier mes prochaines années. Je vous remercie beaucoup.